Un sujet bien difficile pour moi parce que ça parle de moi. Alors c'est très difficile pour moi de parler de moi, c'est quelque chose qui me plaît pas beaucoup parce que j'essaye souvent par pudeur de montrer que les choses, que les réussites, mais il était important que j'en parle parce que je me suis dit que ça pouvait servir à d'autres. C'est comment je travaille pour supporter mes angoisses et mes obsessions. Alors ça va être quelque chose d'assez rapide. Bien entendu, je ne vais pas faire le tour d'une question aussi globale et aussi personnelle. Je vais juste parler de comment moi, je supporte mes angoisses et mes obsessions. On sait que dans l'autisme, il y a des comorbidités psychiatriques. Et souvent, ces comorbidités, elles sont très peu travaillées pour des raisons déjà de difficulté à les travailler, pour des raisons de mauvaise identification, hein, donc avec un chevauchement entre l'autisme et par exemple la dépression. Voilà. On sait aussi que selon le genre de la personne, les femmes vont avoir plutôt tendance à des comorbidités internalisées, c'est-à-dire sur elles-mêmes, qu'on ne voit pas forcément, et les hommes plutôt des comorbidités externalisées, comme des troubles de la conduite, des troubles obsessionnels compulsifs, ou un TOP, un trouble d'opposition avec provocation, selon l'âge évidemment. Pour autant, en tant qu'homme, moi, voilà, j'étais plutôt orienté vers la dépression et l'angoisse. Ce que je vais vous présenter là, c'est plutôt de l'ACT. C'est une des réponses, mais une autre réponse, ça pourrait être le travail que j'ai engagé avec mon ergothérapeute, par exemple, sur l'anticipation anxieuse au niveau de la structuration temporelle. Alors, je vais prendre un premier schéma, mais c'est pas sur celui-là qu'on travaillera, ce sera sur un autre. Mais je vais prendre un premier schéma. Premier schéma, hein, ça peut vous paraître bizarre, mais en tout cas, je voudrais dire que ça correspond à ce que j'ai lu dernièrement sur un article Wikipédia d'Amélie sur le travail dans l'autisme, emploi et autisme, voilà, et où il disait que, où il était noté que 78% des personnes autistes aimeraient travailler. Alors, on va pas rentrer dans le débat, est-ce que c'est un travail rémunéré, est-ce que forcément, je veux dire, attention, je ne veux pas dire que les personnes autistes ne sont pas les rémunérer, mais je veux dire qu'on ne s'épanouit qu'à travers un travail rémunéré, c'est pas mon propos du tout. Mais en tout cas, dans les raisons pour travailler, c'était de se rendre utile à la société. Et il est vrai que, voilà, aujourd'hui je vais mieux, mais il y a bien eu des moments où je me sentais totalement inutile. Et du coup, j'avais ce sentiment que je ne réussissais jamais rien, que je ne faisais rien de bien, que jamais je travaillerais. Du coup, bah, il y avait tout le sentiment d'inefficacité parce que bah, quand on n'est pas dans une activité professionnelle très structurée, on va avoir tendance à fuir sur Internet, à s'auto-apitoyer, à avoir l'impression à la fin de la journée de n'avoir rien fait, parce qu'on aura travaillé des bouts. On va avoir, pour essayer de sortir de là, on va essayer de prendre des exemples pour penser positivement. Par exemple, que là, j'ai pas mal formé tout ça. Sauf que chaque fois qu'on veut déconstruire la pensée angoissante que par exemple, je ne réussis jamais rien, on y revient. C'est-à-dire que finalement, c'est une forme de relance de cette angoisse. Moi, chaque fois que je me déconstruisais, dès que je déconstruis une angoisse, en fait, j'y retourne. C'est ce qu'on pourrait appeler en ABA un comportement d'échappement. Je maintiens mon comportement. Par exemple, si j'ai peur parce que j'ai un kyste, alors moi des peurs sur des obsessions par rapport à la maladie, que ce soit pour mes proches en particulier ou pour moi, c'est un tiers de mes pensées. Donc voilà. Et pour autant, voilà, j'ai appris à vivre avec. Mais chaque fois, par exemple, que j'ai un kyste, bah, qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder sur Internet. Donc, il suffit que je vois un seul cas grave, mon esprit va se porter sur ce cas grave. Je vais le toucher de plus en plus. Résultat, je vais l'inflammer. Voilà. Et du coup, bah, je vais être tout le temps dans le sentiment, bah, j'ai raison d'avoir peur. Bah oui, j'ai raison de penser que je ne réussis jamais rien. La preuve, j'ai rien fait de la journée. Un deuxième cas, peut-être que vous avez tous vécu. En mars 2020, j'ai eu beaucoup peur du Covid. Voilà, c'est un fait. Je vais pas me, voilà, j'en ai beaucoup moins peur. Peu importe. Le propos, c'est pas de dire qu'il faut tous devenir comme moi, hein. Donc j'avais peur du Covid. Donc qu'est-ce que je faisais? Bah, je ne sortais plus. Plus du tout, hein. Même je faisais plus que des courses en drive. Même les 1 km, je les faisais à peine.
Je lisais des études toute la journée sur le Covid. Je focalisais sur les cas graves. Je maugrais sur les comportements de mes contemporains. Chaque fois que je voulais sortir de là, je me disais, ben voilà, par exemple, à l'époque, je me souviens plus exactement du taux de mortalité du Covid version alpha, mais peu importe. Enfin bon, bref, c'était quand même, en tout cas pour ma tranche d'âge, pas forcément très élevé. Mes parents faisaient très attention, mais pour autant, chaque fois que j'essayais de travailler sur ces statistiques en essayant de déconstruire ma peur, eh bien j'y revenais, tout simplement. Parce que même si un tout petit risque, aussi petit soit-il, aussi important était-il dans mon esprit et aussi important maintenait-il mon angoisse. Alors, comment faire? Comment j'ai fait pour sortir? Et bien voilà ce que j'ai fait. Je me suis dit, avec notamment en lisant un livre sur la CT, quelles sont mes valeurs? Et plutôt que de déconstruire ma peur, j'ai lu qu'il fallait l'accepter. Il ne faut pas essayer de lutter contre ces émotions. Nos émotions sont utiles. Le fait que j'ai peur du Covid à ce moment-là m'a peut-être permis d'échapper au Covid. Alors, peut-être pas. Mais voilà. Donc, ce n'était pas une peur inutile. Mais c'était une peur qui m'empêchait de vivre. Et ça, c'était problématique. Donc, le danger, l'angoisse. Si vous avez peur, par exemple, d'aller dans la foule, ou si vous avez peur de prendre le métro parce que vous avez peur de vous faire agresser, peut-être que vous l'avez vécu et que c'est quelque chose de traumatique, et ça, je l'entends très bien. Ben, le fait d'avoir peur n'est pas mauvais en soi. Ça peut permettre, par exemple, de savoir comment agir si on est témoin d'une agression, comment agir si on est victime d'une agression. Et ça permet d'éviter la sidération qui va empêcher de s'engager. Par contre, à ce moment-là, je ne sortais plus, je n'intervenais plus, j'avais tout supprimé. Je ne voyais plus d'enfants autistes, je n'aidais plus. Or, quelle est ma valeur première dans ma vie? C'est intervenir dans l'autisme et pouvoir former dans l'autisme et surtout aider les personnes autistes. Or, quand je ne sors plus, je ne suis plus capable de faire ça. Donc, finalement, il était important que je me refocalise sur mes valeurs, qui étaient la valeur engagement dans l'autisme. Alors, il y a pas mal de listes. Si vous voulez, pour une prochaine vidéo, je vous ferai des listes de valeurs qui vont vous aider peut-être à savoir qu'est-ce que sont vos valeurs. Si c'est par exemple, je ne sais pas moi, aller voir des chevaux, faire des orchidées, peut-être que ça, c'est vos valeurs importantes. Et que du coup, il y a des angoisses qui vous empêchent d'aller vers vos valeurs. Mais ces valeurs doivent être motrices, doivent être votre levier. Hein. Finalement, à chaque fois que je passais mon temps à déconstruire mon angoisse, j'essayais de supprimer un danger qui était peut-être utile dans ma vie. Ben oui. Peut-être que, voilà, justement, le fait de savoir que le Covid était un danger, ça m'a permis, par exemple, voilà, j'ai acheté des FFP2 et je porte des FFP2 quand je vais intervenir. Et je me lave les mains. Voilà. Par exemple, c'est quelque... Alors bon, je me lave les mains, bien sûr, en dehors du fait d'intervenir, mais ce que je veux dire par là, c'est que ce danger n'était pas inutile dans ma vie. Autre chose, je ne suis bon à rien par exemple. Est-ce que cette pensée est utile dans ma vie? Est-ce que cette pensée me permet de m'engager dans la valeur? Est-ce que cette pensée c'est moi? Ou est-ce que c'est une... Voilà. Regarder ces pensées comme quelqu'un d'extérieur, c'est quelque chose d'utile. Alors on peut utiliser des... Alors des fois on s'amuse je vous dis lever les bras. Et là si vous ne levez pas les bras, c'est... Voilà, je dois lever les bras. Et là je me retiens de lever mes bras, c'est bien que ma pensée est différente de mon action, est différente de moi. Et cette idée finalement, alors des fois on utilise d'autres stratagèmes, mais cette idée montre cette déconnexion. Si par exemple je vais intervenir, et là c'est ce que j'ai fait la première fois, je suis allé intervenir n'importe comment, je me suis dit ouf, je m'en suis sorti. Et du coup je maintenais foncièrement ma peur en me disant que finalement j'avais eu de la chance de m'en sortir, mais peut-être que la prochaine fois ça serait pas pareil. Parce que je n'avais pas vu ce qui était le plus important pour moi, c'est-à-dire m'engager auprès des personnes autistes. Chaque fois que, par exemple, je vais être dans la fuite, et ça je le fais très souvent,
je suis dans un comportement d'échappement qui maintient mes pensées, qui maintient le fait que je ne m'active pas, que je ne m'engage pas. Hein. Et c'est vrai que ça, c'est très important, en tout cas dans ma vie personnelle, peut-être dans la vôtre aussi. Donc franchement, c'est pas forcément voilà les échappements qui consistent à, je sais pas moi, par exemple quand j'ai une situation qui va être dramatique, je vais avoir tendance à m'enfoncer les doigts dans les mains, je vais avoir tendance à aller sur internet si je le peux, je vais avoir tendance à sortir de mon émotion pour pas la vivre. Et ben chaque fois que je fais ça, j'ai tort. Je dois accepter de vivre cette émotion aussi difficile soit-elle, parce qu'elle m'est utile, parce qu'elle m'est utile pour pouvoir la prochaine fois travailler sur ces contextes, travailler sur le fait que je ne dois pas aller dans cette situation qui me procure cette émotion peut-être, ou travailler sur le fait qu'il y a quelque chose de supérieur à cette émotion désagréable momentanée. Et enfin, quelque chose qui peut être utile dans tout ça, c'est essayer de s'ancrer dans le présent. Hein, j'avais lu un truc un peu, alors je vais en parler, ça fait un peu New Age, ça s'appelle le pouvoir du moment présent, j'ai pas envie de vous en... Mais c'est vrai que finalement, je trouve la CT déjà beaucoup moins New Age et beaucoup plus étudié. Hein. Mais par contre, ça m'avait marqué. Euh, Ancrer dans le présent, c'est important. Finalement, la seule chose qui compte, c'est le présent. Hein, le passé n'existe plus, le futur n'existe pas encore. Je dois, alors je m'assure, là c'est des vérités de la palisse, mais ce que je veux dire par là, c'est que finalement, ce qui compte, c'est l'ici et maintenant. Donc, prendre le temps, surtout pour des hyposensibles comme moi, d'essayer de retrouver les sensorialités. Par exemple, là, quand je touche le PC, que je vois que c'est du métal, que c'est frais, tout ça, essayer de retrouver mes sensations, moi qui suis plutôt un penseur, qui a l'impression de ne pas avoir de corps parfois. Hein, bon. Voilà, retrouver par la pleine conscience, par le balayage corporel, par l'enrichissement sensoriel, le fait que je suis dans le présent et que finalement mes pensées sont quelque chose d'extérieur à moi. Alors pour finir, hein, parce que c'est juste une petite introduction, alors j'ai deux livres à vous présenter, je ne sais pas où est le deuxième livre, donc dans mon bazar. Bon, je vous présente le premier livre, c'est de Mehdi Leratni qui s'appelle Adapter la thérapie ACT pour les enfants, les adolescents et leurs parents. Et l'autre livre, il me semble que c'est de Monestier ou Monastier, ça s'appelle l'ACT, tout simplement, ou la thérapie d'acceptation et d'engagement. Voilà, j'espère que ça vous aidera à ne pas rentrer dans ces boucles infernales de pensées démobilisatrices qui vous empêchent de vous engager dans ce que vous aimez. Hein. Nous avons la chance en tant que personnes autistes d'avoir des intérêts spécifiques qui sont des moteurs. Quand on ne les fait pas, on se régule moins, on est moins heureux. Et voilà, l'échappement aux émotions, c'est rarement une bonne solution. J'espère avoir un peu expliqué ce que c'était que la CT avec... voilà, moi je suis pas du tout thérapeute, j'ai pas suivi de formation, j'ai essayé d'adapter ça pour ma vie, hein, seulement, hein, je cherche pas du tout... Voilà, je ne dis pas non plus qu'il faut aller vers mes pensées et ce que je vis aujourd'hui par rapport au Covid, hein, bien sûr, mais par contre, je vous encourage vraiment à essayer de sortir des angoisses qui peuvent finalement, à essayer d'accepter ces angoisses qui sont finalement normales dans la vie et justement pas lutter contre elles, mais qui vont vous permettre peut-être de voir qu'il y a des choses plus importantes, c'est l'engagement dans vos valeurs. Merci de m'avoir écouté.